Bienvenue dans Nomadness, le podcast dédié à celles et ceux qui rêvent d'un mode de vie nomade où le voyage occupe une place permanente. Je suis Chloé et chaque semaine, je vous fais découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo en vous partageant une réflexion, des conseils, des bons plans ou une rencontre. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Une des questions qui me revient le plus, c'est comment est-ce que je choisis mes destinations. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous partage mes critères pour choisir les pays dans lesquels je vais. Ensuite, comment je choisis là ou les villes dans lesquelles je vais habiter par rapport au pays que j'ai choisi. Et enfin, je vous parlerai des outils, donc plateformes, applications, etc. qui existent et qui permettent de faire ces choix et aussi d'organiser un peu tout ça. D'abord, par rapport au pays, il y a une partie un peu choix du cœur, c'est-à-dire en fonction de l'attirance qu'on a vers certains pays plus que vers d'autres. Et après, il y a une partie plus rationnelle. Donc, je vais commencer par la partie plus émotionnelle de la prise de décision. La première chose, c'est qu'il y a des pays qui nous attirent par leur culture, leur histoire, les paysages qu'on en a vus. Ça peut être leur architecture aussi. Souvent, c'est tout un imaginaire qu'on a de ces pays-là qui est véhiculé par les réseaux sociaux, les films. Ça peut être par des rencontres aussi qu'on fait. Quand on entend parler d'un lieu par quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qui est originaire de ce pays, et ben ça peut faire émerger un désir de nous aussi le connaître. Moi, ces sentiments-là, j'aime bien les figer. J'ai une base de données dans l'outil qui s'appelle Notion ou Notion, en fonction de comment on prononce. J'en ai déjà parlé, mais c'est un outil que j'utilise beaucoup pour m'organiser et je note dedans mes idées. Ça peut être parfois juste au détour d'une conversation. J'apprends l'existence d'un pays que je connaissais parfois même pas ou très peu. Par exemple, si je rencontre quelqu'un qui est originaire de ce pays, je vais regarder où c'est géographiquement. Il va me parler de sa ville d'origine, sa région d'origine et ça va me donner parfois envie de le connaître. Auquel cas, je note quelques bullet points de ce qui m'a interpellé dans ce pays-là, dans cette base de données. Et plus tard, quand je vais réfléchir à mes destinations, ce sera là et je pourrai y revenir. Un autre élément qui peut attirer dans certains pays plus que dans d'autres, c'est la météo. Ça va vraiment dépendre de chacun. Il y a certaines personnes qui vont vouloir être sur la plage toute l'année, d'autres qui vont aimer aller skier l'après-midi après avoir travaillé ou le week-end. Moi, j'ai besoin de soleil, mais pas d'une chaleur extrême. Donc, j'aime bien le climat un peu doux, avec de la lumière, mais sans avoir trop de chaleur étouffante. L'été, je m'oriente vers des pays qui sont plus au nord, avec un climat plus frais. Et l'hiver, au contraire, je descends plus au sud, puisque je reste en Europe, encore une fois. En fait, l'idée, c'est de fuir l'hiver et d'éviter la canicule, globalement. Un autre critère, c'est l'affluence touristique. Donc, il y a certaines saisons où certains pays vont avoir des pics d'affluence et à ce moment-là, ça peut être judicieux de les éviter à ce moment-là parce que déjà, il y aura plus de monde, on aura une relation moins authentique avec le pays et ensuite, souvent, ça fait aussi monter les prix. Donc, par exemple, moi, j'étais en Grèce tout le mois de juin et je suis restée jusqu'à début juillet. Et début juillet, c'était le début de la saison touristique. Donc, à refaire, je viendrai plus tôt. Donc là, en l'occurrence, avec les dates, j'étais consciente que ce serait un peu tard, mais j'avais pas trop eu le choix si je voulais rester suffisamment longtemps dans les destinations que j'avais prévues. Mais voilà, vraiment à éviter, surtout les îles grecques. J'ai ressenti vraiment une espèce de froideur liée aux touristes. Donc, je pense que ça s'accentue encore l'été, j'imagine. Et c'est pas forcément ma meilleure expérience, probablement parce que j'y ai pas été à la meilleure période aussi. Les périodes d'affluence touristique peuvent être aussi liées à des événements. Je pense par exemple à la période du carnaval à Santa Cruz de Tenerife. En fait, Santa Cruz, c'est le deuxième plus grand carnaval au monde après celui de Rio. Donc, c'est vraiment très prisé au mois de février. Et après, il y en a plein d'autres qui sont dans d'autres pays. Je pense à, par exemple, la saison des sakuras au Japon ou
Voilà. Donc ça peut être judicieux d'éviter ces périodes-là si vous avez la flexibilité de le faire, bien sûr. À l'inverse, vous pouvez être hyper attiré par un événement particulier qui se passe à une période dans un lieu. Par exemple, moi j'ai été l'année dernière à Cordoue. Donc c'est une ville en Andalousie et le mois de mai à Cordoue c'est un mois entier de fêtes parce qu'il y a la Semaine Sainte, il y a plusieurs week-ends fériés et il y a la fête des patios de Cordoue. Donc les patios c'est ces petites cours intérieures des immeubles. Là-bas il y en a plusieurs centaines et tous les ans il y a un concours des patios donc ils sont tous décorés, fleuris. Et il y a des juges qui viennent juger le concours. Donc voilà, c'est vraiment un grand événement qui est accompagné de fêtes. Il y a les férias aussi. Enfin bon, j'étais moi pas du tout à cette époque-là, en décembre en l'occurrence, donc pas du tout à la période du mois de mai. Mais j'ai vraiment envie d'y retourner et si j'y retourne, ce sera au mois de mai précisément pour pouvoir assister à ces événements-là. Donc on peut avoir une dimension un peu choix du cœur qui fait que on a un événement en particulier qui nous attire dans une destination. Le dernier élément qui peut m'attirer vraiment dans un pays, c'est sa langue. Je pense à l'Italie par exemple. Donc l'italien, je le parle pas encore, mais par contre j'ai vraiment envie de l'apprendre et je dirais que l'Italie m'attire d'abord par sa langue. Bien sûr, il y a plein d'autres éléments. Il y a la culture, l'héritage historique, il y a une grande richesse de paysages, mais néanmoins, la langue que j'ai vraiment envie d'apprendre parce que je la trouve belle. Je pense qu'on a aussi tout un imaginaire qui est très véhiculé par le cinéma autour de ce pays. Mais voilà, je pense que la langue et le fait d'apprendre une langue, même si c'est généralement assez lié à la culture, ça peut être un vrai moteur dans le choix d'une destination. Maintenant qu'on a parlé de tous les critères qui influent plutôt sur la partie émotionnelle de la décision, et on va parler des éléments plus rationnels. Le premier, je l'avais déjà évoqué, c'est l'administratif. Moi, je choisis de rester dans l'UE parce qu'il y a des facilités en termes d'assurance, en termes de passeport. Pas besoin d'un passeport, la carte d'identité suffit pour moi parce que je suis française. Il y a certains autres pays qui ont des facilités de visa. Il y a des visas nomades. Le prix des assurances peut varier aussi en fonction des pays. Je pense par exemple aux USA. La plupart des assurances ont un tarif spécial si on veut inclure les États-Unis dans la couverture parce que c'est un pays, on le sait, en termes de santé qui est très cher. Donc tous ces facteurs-là influent sur les dimensions administratives. Et en me renseignant un peu pour préparer cet épisode, j'ai découvert un site qui s'appelle Planète Nomade. Je vous mettrai le lien en description. Et qui donne les informations de tous les visas nomades qui existent avec leur durée, le prix. C'est mis à jour régulièrement, donc moi j'en ai pas l'utilité pour l'instant parce que je reste en Europe, mais néanmoins je me dis que ça peut être utile pour certaines auditrices ou pour certains auditeurs. Parmi les critères rationnels, il y a aussi évidemment le coût de la vie. Par exemple, j'ai une énorme attirance pour les pays du nord de l'Europe, donc Finlande, Norvège, Suède, Danemark, notamment l'Islande aussi. Et je les exclus pour l'instant parce qu'ils sont trop chers. Donc je privilégie les pays où le coût de la vie est inférieur à celui de la France parce que moi j'ai un salaire français. Donc à terme, j'espère pouvoir y aller. Pour l'instant, le coût de la vie est un élément qui rentre bien sûr en compte et qui fait que je vais disqualifier certaines destinations qui, d'un point de vue émotionnel, m'attirent énormément. Un autre critère qui est assez important, c'est la qualité du Wi-Fi. Les pays baltes, par exemple, sont idéaux pour ça. Il y a une très bonne qualité d'internet, ils sont réputés pour ça. Par contre, attention à certaines îles grecques notamment. Donc moi, sur une des îles où j'étais, on a eu pas mal d'instabilité de réseau. Ça peut être lié à la météo notamment. Donc en l'occurrence, j'étais en vacances. C'est aussi pour ça que j'y étais. Mais si c'est pas le cas, faites bien attention à avoir toujours du Wi-Fi. Moi, je sais que c'est un point sur lequel je suis particulièrement vigilante parce que je travaille en tant que salariée et donc c'est une des conditions qui est essentielle pour que mon entreprise garde confiance en moi et continue à m'autoriser à avoir ce mode de vie nomade. Si un jour sur deux j'ai pas de wifi et que je peux pas me connecter à mes meetings ou faire mon travail correctement et que ça nuit donc à la qualité de mon travail, ce serait normal qu'au bout d'un moment ils aient des réticences. Donc je veux à tout prix éviter ça. Et puis même si vous travaillez pas pour une entreprise,
tout est plus long quand on n'a pas un bon internet, que c'est instable, etc. Vous pouvez avoir des appels clients, pareil, où ça vous met dans des situations vraiment pas confortables. Donc, pour moi, c'est un critère vraiment primordial. Et si vous travaillez en ligne, je suggère qu'il le soit aussi. Un autre élément, c'est la sécurité. Donc, notamment en tant que femme, mais pas que. Je pense que c'est important de se sentir en sécurité dans les endroits où on vit. À titre personnel, je ne souhaite pas vivre dans un endroit où je puisse pas sortir la nuit seule sans avoir peur, en fait. Moi, là où j'ai voyagé, il n'y a pas d'endroit où je me sois sentie moins en sécurité qu'à Paris, d'où je viens. Mais par contre, il y a des endroits où je me sens particulièrement en sécurité. Par exemple, à Tallinn, c'est le cas. Dans les pays du Nord, globalement, Helsinki, j'ai pas passé très longtemps, mais c'était hyper safe aussi. Riga, pareil. En Espagne, j'ai jamais eu aucun problème. Donc ça, c'est un élément aussi à prendre en compte. Et le dernier élément qui pour moi est rationnel aussi, tout à fait, c'est le fait que j'élimine certaines destinations pour des raisons politiques. Alors, ça, c'est assez personnel, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais à mon sens, voyager, c'est aussi un acte politique parce que, surtout nous qui vivons, en tant que nomades, qui vivons vraiment dans le pays, eh ben, on soutient son économie, on soutient l'industrie touristique et aussi, on accepte de respecter les traditions et la culture du pays. Donc pour moi, c'est hyper important. Par exemple, en Italie, c'est important d'avoir les épaules couvertes si on va dans certains monuments religieux, pas qu'en Italie d'ailleurs, c'est un exemple. Et ben, pour moi, je vais dans ce pays, j'accepte cette règle-là. Si je choisis de voyager, je dois me conformer à la culture du pays. Pareil, c'est un exemple, mais il y a certains pays où c'est pas bien vu de faire du topless sur la plage. Et ben dans ce cas-là, je pense que c'est normal de s'adapter, puisque c'est nous qui voyageons dans le pays, bah c'est à nous de nous y adapter en fait. Et donc moi je choisis de ne pas voyager dans des pays dont certaines politiques sont complètement en désaccord avec mes valeurs. Par exemple, un pays qui ne respecte pas le droit des femmes, c'est en désaccord avec mes valeurs, potentiellement ça va aussi affecter en plus mon quotidien, donc je n'y voyagerai pas. Là, j'ai parlé du droit des femmes parce que ça m'atteint particulièrement, mais il y a beaucoup d'autres domaines. Je pense que c'est propre à chacun, ça dépend de ses valeurs et de sa sensibilité à certaines causes plutôt qu'à d'autres. Ce critère-là, il est encore une fois très personnel et on n'est pas obligé d'y adhérer. Mais pour moi, il est important et je sais qu'il y a certaines destinations que je bannis à l'heure d'aujourd'hui pour ces raisons-là, alors que par plein d'autres aspects, elles pourraient vraiment m'attirer. Voilà pour la façon dont je choisis mes pays. Donc je vais vous donner un exemple. Sur ma toute première expérience nomade à l'étranger, j'ai fait le choix de ce pays en tenant en compte un peu de plein de critères différents. Je savais que j'avais 1 mois pour partir au mois d'août. Donc mes critères, c'était que je voulais un pays dans l'Union européenne. Un pays où il fasse pas trop chaud parce que c'est le mois d'août. Un pays où il n'y ait pas trop de touristes pour avoir un rapport relativement authentique au pays. Un pays qui soit pas trop cher, parce qu'à l'époque j'étais encore étudiante, j'étais en alternance, donc j'avais un budget encore plus restreint que celui que j'ai aujourd'hui. Un pays dans la zone euro pour éviter à avoir à changer la monnaie. Et bon, déjà quand on a ces critères-là, on est assez restreint. Et donc ça m'avait restreint aux 3 pays baltes, qui sont la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie. Entre les 3, j'ai éliminé la Lituanie parce que je voulais être au bord de la mer et je voulais aller dans la capitale du pays en question. Donc Vilnius n'étant pas au bord de la mer, j'ai éliminé la Lituanie. Il me restait donc l'Estonie et la Lettonie et entre les deux, je choisis la Lettonie parce que j'avais trouvé là-bas un co-living qui était sympa et je voulais être dans un cadre de co-living pour ma première expérience. Et donc c'est comme ça que j'avais choisi Riga. Et ça a été une super expérience. J'ai pas du tout regretté ce choix. Mais voilà, je l'avais réfléchi comme ça par rapport aux critères qui étaient importants pour moi. M'étais pas juste dit j'ai envie d'aller à X endroit et du coup j'y vais quoi. J'avais vraiment poussé un peu plus loin pour mettre toutes les chances de mon côté pour que cette première expérience se passe bien.
Et effectivement, parfois, c'est pas la première destination à laquelle j'aurais pensé. Moi, si j'avais écouté mon cœur, je serais retournée en Espagne. Mais Espagne, en plein mois d'août, j'aurais probablement pas eu la même expérience que celle que j'ai eue en retournant en Espagne à l'automne qui a suivi, en fait. Donc, d'optimiser la bonne expérience au bon moment, ça peut vraiment valoir le coup. Et de choisir ses destinations par rapport à un contexte donné, je pense que c'est assez important. Maintenant, une fois qu'on a choisi le pays, il reste la ville parce que on voyage pas forcément dans les capitales. En tout cas, moi, je pense que c'est important de pouvoir et de savoir en sortir aussi. Pour la ville, il y a plusieurs critères. Le premier, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va souvent dans les capitales, c'est la façon dont la ville est reliée. Si on prend l'avion pour y aller et qu'il y a un aéroport que dans la ville principale qui est la capitale, c'est souvent plus simple de rester dans cette ville-là. Ou parfois, les vols sont pas directs aussi, donc ça impliquerait de prendre 2 vols plutôt que un si on allait dans une ville moins grande, ou bien d'avoir une correspondance avec un autre moyen de transport. Bref, c'est plus long en termes de trajet et ça fait plus de logistique. D'ailleurs, le fait que la ville soit reliée ou pas, c'est important aussi pour le reste de l'expérience, pas seulement pour le trajet. Si on n'a pas de véhicule, comme c'est mon cas par exemple, c'est un critère que les transports publics soient bons et que tout soit accessible à pied. Donc les courses, la vie sociale, moi j'aime être dans des villes un minimum grandes pour pouvoir aller faire mes courses, boire un verre le soir. Voilà, c'est important pour moi, donc j'irai pas, même si je trouve un logement super sympa et pas cher du tout, j'irai pas dans la campagne isolée, parce que quand on est nomade en solo, c'est important de pouvoir être connecté aux autres. Ça m'amène d'ailleurs à un autre point, qui est le prix du logement. Le loyer peut être très élevé dans les grandes villes et moins dans des villes qui sont plus réduites et moins connues. Je vais prendre un exemple qui est très récent pour moi. Là, actuellement, je suis à Lisbonne. J'ai un loyer qui est assez élevé. J'ai vraiment hésité à venir dans cette ville pour plein de raisons. Et finalement, j'ai choisi de venir puisque c'était une ville qui m'appelait beaucoup. Mais juste avant, j'étais dans une autre ville du Portugal qui s'appelle Coimbra, qui est une ville un peu plus petite que Lisbonne et Porto, beaucoup moins connue aussi, qui est une ville universitaire. Et là, le prix de mon loyer, il était très nettement inférieur. Et donc, c'est une expérience qui, économiquement, était beaucoup plus confortable pour moi que de venir à Lisbonne, où là, pour le coup, c'est une expérience qui est vraiment confortable. Depuis le début de mon nomadisme, c'est le loyer le plus élevé que j'ai payé. Et il y a une très grosse différence, alors que je suis à 2 heures de train entre Lisbonne et Coimbra. Donc, ça peut être un critère aussi. Un autre critère, c'est la taille de la ville. Donc il y a des gens qui aiment bien avoir des villes très grandes, très denses. Moi, c'est pas mon cas. Paris, c'était un peu trop pour moi. Je me sentais un peu submergée et c'est pour ça que les très grandes villes ne me tentent pas du tout. Je pense à, par exemple, Madrid ou Barcelone. C'est vraiment pas des destinations qui me donnent envie en Espagne. Par contre, des plus petites villes comme Tallinn en Estonie, par exemple, dont j'ai déjà parlé, Cordoue en Espagne, Arrecife à Lanzarote. Voilà, c'est des villes qui sont beaucoup plus à taille humaine, qui respirent plus, qui restent d'une grande richesse culturelle. Donc moi, je m'y sens mieux, mais après, ça va dépendre de chacun. Je pense qu'il faut tester et trouver ce qui nous va le mieux, mais surtout penser à bien tirer les conséquences d'une expérience en fonction de ce qui nous a plu ou pas pour adapter le choix de ces destinations à la suite. Un autre point, quand on choisit la ville, c'est de penser aux communautés qu'on va y trouver ou pas. Encore une fois, quand on est solo dans son nomadisme, c'est important de pouvoir se connecter aux autres. Dans mon cas, la communauté à laquelle j'ai le plus besoin de me connecter, c'est la communauté de danse latine, donc salsa, bachata, parce que comme j'en avais déjà parlé dans un précédent épisode, c'est quelque chose que je pratique beaucoup, qui est important pour moi-même, pour mon équilibre personnel. Et donc, si je n'ai pas du tout cette communauté-là qui est présente dans ma destination, je sais que ça va me manquer et que ça va altérer mon équilibre. Donc, je peux le faire, mais pas trop longtemps. Je sais que, au bout de quelques semaines, ça va vraiment me manquer et ça peut même devenir difficile.
J'ai discuté avec un nomade l'autre fois qui, lui, faisait partie de la communauté queer et qui manifestait ce besoin de se connecter à cette communauté-là et qui avait vraiment pris ça en compte dans le choix de ses destinations nomades parce qu'il avait identifié ça comme quelque chose qui, pareil, lui permettait d'être en accord avec ses valeurs et de s'épanouir en fait. Donc, je pense que c'est important d'identifier vos communautés, celles auxquelles vous vous rattachez et celles auxquelles vous avez besoin d'être connecté et d'étudier, de regarder un peu en amont s'il y a des événements, des associations peut-être, des cours si c'est une communauté peut-être artistique ou sportive par exemple. Mais voilà, ça de l'étudier avant. Moi, un de mes critères c'est devenu qu'il y ait de la danse, que je puisse danser en social ou en école, mais voilà, qu'il y ait ça. Après, pour choisir la ville, ça peut être aussi un peu par opportunité. Par exemple, en fonction du mode de logement que vous avez choisi, si vous avez des préférences, s'il y a un co-living qui est sympa dans un endroit et que vous aimez ce mode de logement, ça peut vous amener plus vers une ville que vers une autre dans le pays que vous aurez choisi. Pareil, si vous souhaitez partager avec d'autres nomades, peut-être que eux vont avoir une envie particulière concernant une ville et que dans ce cas-là, vous allez vous laisser porter. Moi, ça m'est arrivé, j'ai rencontré une nomade quand on cherchait un appartement aux Canaries et j'ai choisi les îles sur lesquelles j'allais aller parce que on partageait l'appartement et qu'elle avait certaines envies, donc on a matché nos envies respectives pour choisir les 3 îles qu'on a finalement visitées. Enfin, un autre critère pour le choix des villes, c'est les enjeux pour les populations locales. Il y a certaines villes qui sont concernées par le tourisme de masse, dans lesquelles ça peut devenir compliqué pour les locaux de se loger. Parce que les prix des logements sont tellement en augmentation à cause du tourisme que n'ont plus les moyens de se loger à un prix qui soit abordable pour eux par rapport à leur salaire. Donc ça, c'est un enjeu de Barcelone, c'est un enjeu de Lisbonne aussi. C'est beaucoup pour ça que j'avais hésité à venir. Donc, on peut éviter ces villes ou trouver des modes de logement plus responsables, plus respectueux. Sur ce point, je ne suis pas du tout une pro. J'essaye de faire au mieux, de me renseigner, de m'informer. Mais j'aurai le plaisir d'avoir sur le podcast bientôt une invitée qui en parlera beaucoup mieux que moi. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais restez connectés parce que ça promet d'être très intéressant. Mais bref, ces enjeux-là, ils sont quand même à prendre en compte. Et si on peut privilégier des villes qui sont mineures, où les expériences sont en plus généralement plus authentiques, ça peut être une meilleure alternative, quitte à aller visiter la ville pendant une journée, de faire un day trip par exemple vers une des villes majeures, si on veut vraiment avoir l'opportunité de la voir. Et enfin, le dernier élément qui a pu m'influencer dans le choix d'une ville, c'est un élément un peu insolite, mais c'est la langue. J'en avais déjà parlé dans le pays, mais je reviens dessus parce que au sein d'un même pays, il y a des accents souvent. Donc là, c'est un exemple qui est encore une fois récent, qui est celui du Portugal. Donc j'apprends le portugais, et en apprenant le portugais, bien avant d'avoir organisé mon voyage au Portugal, même si je savais que je voulais y aller, j'ai commencé à apprendre la langue, notamment en écoutant des podcasts. Et il y a un podcast en particulier d'un natif portugais qui parle de culture, d'histoire et de la langue portugaise, dans lequel il expliquait que l'accent qui est considéré comme le plus neutre en portugais du Portugal, c'est celui de la région de Coimbra. Et c'est au départ cet élément qui est un peu insolite qui a fait porter mon attention sur cette ville-là. Ensuite, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait à voir dans la ville, son histoire, et en l'occurrence, c'est un bijou historique, culturel et photographique. Donc, j'ai vraiment eu l'intuition que j'allais adorer cette ville et ça n'a pas manqué. Et j'y étais, mais au départ, le déclencheur, c'était vraiment l'élément linguistique, me dire, je vais apprendre le portugais. Et je voulais pas galérer autant avec le portugais que j'avais pu galérer avec l'espagnol, parce que l'espagnol, j'ai commencé en Andalousie. Et l'Andalousie, c'est vraiment une région qui a un accent très particulier. L'andalou, moi, je dis souvent que c'est un peu à l'espagnol ce que le ch'ti est au français. Donc,
Même si on parle couramment français, on galère à comprendre les ch'tis, et ben les Espagnols galèrent à comprendre les Andalous. Donc moi, pour apprendre, c'est vrai que c'était dur. Je voulais pas reproduire ça, donc j'ai choisi une destination où il y avait une langue particulièrement neutre. Ça peut être un critère aussi. En tout cas, pour moi, c'en est un. Donc voilà, un peu sur les critères que j'ai identifiés, moi, pour choisir mes destinations. Pour vous aider à ça, il y a des apps qui existent et des plateformes. Il y en a une notamment qui s'appelle Nomadlist, qui est vraiment très très connue maintenant dans le monde des nomades. La plateforme propose des évaluations des destinations selon certains critères. Oui, il y en a pas mal que j'ai déjà mentionnés, donc le coût de la vie sociale, la sécurité, la météo, mais ça va plus loin parce que il parle aussi par exemple du système de santé, du respect des droits des femmes, des droits LGBT. Il y a aussi une évaluation par la communauté, donc des personnes qui ont voyagé dans l'endroit et qui donnent leur impression globale. On peut filtrer, et il y a des filtres, j'ai été regarder un peu en préparant l'épisode, il y a des filtres qui sont vraiment avancés. Par exemple, on peut choisir endroit silencieux, ville propre, sans insectes, eau du robinet potable, faible émission CO2, donc tout ce qui est impact environnemental peut être pris en compte aussi, donc ça, je trouve ça pas mal. Enfin bref, c'est à explorer. Il y a d'abord un accès gratuit pour certaines fonctionnalités, et puis assez rapidement, ça devient payant. Donc moi, j'ai jamais payé parce que je trouve que les notes, il y a un aspect très rationnel et elles sont parfois assez éloignées du ressenti qu'on a effectivement. En tout cas, moi, parfois, en regardant les notes qui étaient affectées à certains lieux, après y avoir moi été, c'était complètement déconnecté de l'expérience que j'avais eu le sentiment de vivre. Donc mettre des chiffres sur une expérience, c'est toujours assez arbitraire, je trouve. Et puis bon, on va pas se mentir, ça dépend grave de chaque expérience. Par exemple, le filtre endroit silencieux, peu importe la ville, si on a un appart au-dessus d'un bar ou dans la rue principale où il y a de la circulation tout le temps, ça sera forcément plus bruyant que si on est dans une petite rue sans circulation. Peu importe la ville. Donc, c'est quand même à relativiser et à pondérer, je trouve, ce système de notation. Mais ça peut donner une bonne indication pour avoir des idées de destination. Moi, j'ai appris l'existence de villes que je ne connaissais pas grâce à Nomadlist. Donc, ça peut toujours être à mon plan. Moi, ce que j'utilise, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un tableau Notion. Donc, je vous encourage à faire votre propre tableau. Alors, sur Notion ou sur un autre outil, peu importe. Ça peut être un Google Sheet si vous êtes plus à l'aise. Il y a plein d'outils que vous pouvez utiliser. Mais ce que je vous conseille, c'est d'avoir votre liste, d'ajouter vos critères, ceux qui sont importants pour vous, que vous avez identifiés comme porteurs et comme nécessaires pour avoir une bonne expérience. Je vous conseille d'avoir ce tableau-là parce que ça vous permettra de garder vos notes quand vous faites des recherches. Vous allez faire des recherches parfois et laisser tomber certains lieux parce que vous allez devoir choisir et donc vous en garderez certains pour plus tard. Et ça permet que quand on y revient plusieurs mois après, on retrouve toutes les infos et on reprend le travail là où il a été laissé. Moi, je sais que j'ai tout dans Notion, donc toutes mes recherches, elles seront jamais perdues, je sais où les retrouver. Et finalement, je voudrais finir cet épisode en disant que pour choisir une destination, bien sûr, il faut réfléchir, il faut étudier les possibilités, comparer, demander, s'informer, aller voir des blogs, écouter des podcasts, lire des articles. C'est important, mais c'est aussi fondamental, à mon sens, de laisser place à l'intuition. Je pense que mes meilleures expériences, ça a été celles où j'étais poussée vers un endroit sans vraiment savoir pourquoi. Je pense qu'il y a aussi des opportunités qui naissent parfois de rencontres, d'occasions, de circonstances, et que de les saisir, ça peut être une occasion d'aller dans une destination à laquelle on n'avait pas forcément pensé. Donc voilà, de laisser place à cette petite dimension d'incertitude et d'inconnu sans se mettre dans une zone qui soit vraiment trop inconfortable pour nous, mais ça peut avoir aussi son charme et ça permet de garder la magie du voyage. Et d'ailleurs, je pense que c'est important de trouver le juste milieu entre s'informer sur la destination pour connaître un minimum les bons plans, savoir où se loger, les usages, mais sans avoir tellement voulu s'informer qu'on n'a plus rien à découvrir quand on arrive sur place, en fait. Je pense que c'est vraiment chouette de
pouvoir garder une dimension d'inconnu. Et en ça, une de mes meilleures expériences, c'était Riga, où je suis arrivée, je ne savais rien de la ville, je ne savais rien de la culture, je ne savais rien de la langue. Juste, j'ai plongé dans le grand bain. Bref, c'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous y voyez plus clair sur les différents critères que vous pouvez prendre en considération pour choisir vos destinations nomades et sur les outils qui existent et comment vous pouvez les utiliser. Si ça vous a plu, alors vous pouvez vous abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode et suivre mon compte Instagram @bychloev pour me poser toutes les questions, me faire vos retours ou me partager vos idées. Surtout, n'hésitez pas à venir échanger avec moi, je serai ravie de vous répondre. Allez, à très vite!